Il a demandé « Puis-je montrer une chose ?» Puis a sorti les contrats secrets du juge. Dès que les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent en grinçant, toutes les têtes se tournèrent. Un silence tendu s'abattit sur la salle, telle une main invisible pressant chaque poitrine. André Kellum, 19 ans, les poignets entravés par de l'acier froid, flanqué de 2 adjoints, en uniforme au visage stoïque, fut conduit dans l'allée de la salle d'audience 7B du tribunal de circuit du comté de Jefferson. Le linoléum éraflé résonnait sous leurs pas mesurés. André ne broncha pas devant les regards noirs, ni ne détourna le regard lorsqu'une personne dans la galerie siffla à voix basse. Son regard, sombre et chargé d'une tempête de pensées, parcourut les rangées de bancs en bois jusqu'à ce qu'il se pose sur un homme assis au fond, une grande silhouette en costume bleu délavé, la posture droite, le regard perçant sous une couronne de cheveux poivre et sel. C'était Desmond Kellum, son oncle. Ancien enquêteur de la défense pénale, il passait désormais sa serpillière en silence, après qu'un scandale, des années auparavant, eût détruit sa réputation et lui eût coûté son insigne. André lui adressa un léger hochement de tête, discret et délibéré, un geste qui pesa lourd entre eux. Desmond le lui rendit à peine, le visage figé, l'expression indéchiffrable. Derrière ce regard, pourtant, se lisait une traînée de suspicion et de calcul. Il n'avait pas arrêté de travailler sur l'affaire, pas une minute, pas depuis qu'André avait été interpellé. André avait été inculpé du double homicide de 2 policiers, l'inspecteur Mark Halstead et l'agent Rico Benning, tous 2 retrouvés dans une ruelle derrière un bar du centre-ville de Birmingham, leur corps criblé de balles de 9 mm. Leurs badges avaient disparu, leurs armes volées, leur voiture abandonnée à 2 pâtés de maison de là, la caméra de bord effacée. La version officielle était déjà cousue de fil blanc, avec des trous flagrants pour quiconque osait regarder de trop près. L'accusation s'appuyait fortement sur une information anonyme peu fiable, plaçant André sur les lieux, affirmant qu'il avait été vu en train de courir avec une arme. Aucune empreinte digitale, aucune arme n'avait été retrouvée, et, comme par hasard, les images de surveillance de la ruelle avaient été corrompues et jugées irrécupérables. Les médias s'en fichaient. Ils avaient leur propre récit et le diffusaient sur tous les écrans. La photo d'André se répandit comme une traînée de poudre, l'histoire se transformant en un récit bien ficelé d'un adolescent noir perturbé s'en prenant à l'autorité. Ils évoquèrent son casier judiciaire, 2 bagarres à l'école et une accusation de vol à l'étalage à 14 ans. Ils évoquèrent son père, Anthony Kellum, qui avait un jour porté plainte au civil contre la police du comté de Jefferson après une arrestation brutale qui lui avait laissé la mâchoire fracturée et 3 dents manquantes. La plainte fut classée sans suite, ensevelie sous des formalités juridiques et des haussements d'épaules procéduraux. À présent, cet héritage revenait hanter André comme un spectre. L'accusation n'hésita pas à insinuer que le ressentiment envers les forces de l'ordre était familial, insinuant un mobile avec la subtilité d'un poignard glissé sous une table. Alors que le juge Gregory Morrow entrait dans la salle d'audience, un homme de grande taille, aux cheveux argentés, lissés en arrière, et au visage marqué par des décennies de routine judiciaire soignée, le regard de Desmond se posa sur lui. Morrow, assis bien au-dessus de la foule, dominait la salle non par sa dignité, mais par son histoire. Des années auparavant, Morrow était procureur municipal pour le syndicat de la police de Jefferson. Sa nomination à ce poste avait été entourée de controverses. Ses détracteurs estimaient qu'il était trop proche des forces de l'ordre, trop investi dans leur survie. Mais le soutien politique, des donateurs aisés et quelques soutiens opportuns l'ont poussé à l'emporter. Et maintenant, il était là, à présider une affaire qui sentait plus la politique que la justice. Desmond ne broncha pas en scrutant la salle d'audience. Son regard se posa sur le procureur adjoint Lance Brewster, un homme dont le costume repassé et le sourire carnassier masquaient l'assurance d'un prédateur. Brewster ne se contentait pas de poursuivre André, il orchestrait un spectacle.
L'affaire ne reposait sur aucune preuve tangible, mais elle n'en avait pas besoin. Dans cette salle d'audience, la perception avait plus de poids que la vérité. Et puis, Desmond remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle. Le sénateur américain Harold Gleason se glissa discrètement au dernier rang, flanqué de 2 assistants, vêtu d'un pardessus sombre comme s'il cherchait à se faire discret. Gleason n'avait aucune raison d'être là, à moins qu'il y ait un enjeu plus important. Un sénateur d'État à un procès de comté, ce n'était pas de la surveillance, c'était de la supervision, c'était de la peur. Et soudain, tout s'éclaircit. Il ne se contentait pas de harceler André. Il protégeait quelque chose ou quelqu'un. Desmond se pencha légèrement en avant, un mouvement subtil, mais né d'un instinct aiguisé par des années sur le terrain. Quelque chose se cachait sous ce procès, quelque chose de plus vaste qu'une simple accusation de meurtre. Il ne s'agissait pas seulement de la culpabilité ou de l'innocence d'André, mais de son confinement. 2 semaines plus tôt, Desmond était rentré tard de son service au tribunal. Il balayait près du cabinet du juge lorsqu'il avait entendu 2 greffiers chuchoter à propos de dossiers internes et de lynx. Il n'y prêta aucune attention sur le moment. Il avait appris à ne pas courir après toutes les rumeurs. Mais le lendemain matin, une enveloppe apparut devant sa porte. Pas d'adresse de retour, juste son nom tapé à l'encre noire. À l'intérieur se trouvait une clé USB et un post-it jaune avec 6 mots griffonnés d'une écriture tremblante. Ne faites pas confiance au juge Morrow. Renseignez-vous sur le projet Lynx. Il faillit la jeter. La paranoïa était un fléau courant chez les personnes ravagées par le système. Mais lorsqu'André fut arrêté 4 jours plus tard, Desmond eut un pincement au cœur. Il resta assis devant son vieil ordinateur portable pendant plus d'1 heure à hésiter. Puis il brancha le disque dur. Les fichiers étaient fragmentés, mal organisés, mais les schémas étaient indéniables. Le projet Lynx n'était pas une initiative de développement, comme le prétendait le site public. C'était une opération secrète dissimulée sous des couches bureaucratiques, une base de données de surveillance privée censée collecter des données biométriques sur les menaces potentielles. Le plus troublant n'était pas seulement son contenu, mais aussi son financement. Un enchevêtrement de contrats signés par des juges municipaux, dont Morrow. Les fichiers comprenaient des registres financiers, des paiements mensuels d'une société de sécurité privée acheminés via des organisations écrans liées aux retraites des syndicats de police. Desmond en imprimait des copies, cachait des sauvegardes à 3 endroits et n'en parlait à personne. Il savait ce que cela signifiait. Si André était tombé sur quelque chose en lien avec Lynx, si ces policiers décédés avaient des liens avec l'opération, alors ce n'était pas un procès, c'était une purge. Il faisait table rase. De retour dans la salle d'audience, le marteau du juge claqua une fois, ramenant la salle à l'ordre. Le procès était officiellement ouvert. Desmond observa chaque détail, la façon dont le ton de Brewster oscillait entre condescendance et suffisance, la façon dont l'avocat de la défense, un débutant commis d'office nommé Darnell Vixon, trébuchait sur les objections et restait assis alors qu'il aurait dû se lever. André resta immobile pendant tout ce temps, les épaules droites, le regard fixé sur l'avant. Il refusa de reculer sous la pression. Il savait qu'il voulait le briser. Il voulait le mettre en colère. Il voulait qu'ils s'en prennent à eux, qu'il leur donne l'image qu'ils avaient déjà dépeinte. Mais il ne le fit pas. Pas même lorsque l'accusation présenta l'appel au 911 provenant du tuyau anonyme, que Desmond reconnut immédiatement comme une voix modifiée par un logiciel. Pas même lorsqu'ils ont appelé l'agent Brantley, qui a menti sous serment en affirmant qu'André avait un jour avoué détester les flics. Il est resté impassible. Mais Desmond brûlait de chaque mensonge. Il voyait les ficelles se jouer, les couches de tromperie s'empiler. Depuis la galerie, Desmond fouilla dans la poche de son manteau et sentit la petite clé USB cachée dans la doublure. Pas l'original, une copie, une des 3. Il en aurait besoin. Mais pas encore. Cette affaire avait déjà dépassé les murs de la salle d'audience.
les flashs des caméras à l'extérieur. Les présentateurs de journaux télévisés, les sourcils froncés, répétaient des mots à la mode comme « tueur de flics »,« violence juvénile »,« communauté brisée ». Mais aucun d'eux n'a vu ce que Desmond a vu, qu'il ne s'agissait pas d'André. Il s'agissait de pouvoir et de ceux qui sont prêts à le protéger à tout prix. Desmond était resté silencieux trop longtemps. Sa carrière était morte dans le silence. Sa réputation avait été enfouie dans les murmures. Mais là, c'était différent. Alors que le procès s'étendait jusque dans l'après-midi, le juge a demandé une suspension d'audience. André fut conduit dehors, les poignets à nouveau enchaînés, le cliquetis du métal résonnant avec irrévocabilité. Desmond se leva lentement, ignorant les regards, les yeux toujours fixés sur le juge Morrow. Il savait que quelque chose allait arriver, et quand le moment serait venu, quand le poids des mensonges écraserait la pièce et que le silence ne serait plus une option, il parlerait. Mais d'abord, il devait s'assurer que chaque pièce était en place, tous les renforts assurés, tous les alliés, les rares qu'il restait, alertés. Car la vérité n'était plus seulement dangereuse, elle était mortelle. André était assis, immobile, le dos droit, le regard fixe, les mains jointes sur les genoux. La salle d'audience était un écrin de murmures et de jugements, chaque regard pesant sur lui. Brewster, avec son costume impeccable et son jeu théâtral calculé, faisait défiler témoin après témoin comme des acteurs dans une pièce de théâtre. Un barman du bar, situé à 2 pâtés de maison, décrivit un jeune homme correspondant à la description d'André, quittant précipitamment, l'air agité. Un ancien camarade de classe affirma qu'André avait un jour pété les plombs lors d'un projet de groupe en seconde. Puis arriva un policier à la retraite, grisonnant et usé, qui n'apporta aucune preuve hormis ses propres préjugés, qualifiant le père d'André de fauteur de troubles et avertissant que ce genre de trait se transmet de sang. Ce n'était pas un témoignage, mais une diffamation assemblée d'insinuations et de préjugés, un lent effacement de l'humanité d'André sous couvert de crédibilité. Desmond était assis 2 rangées plus loin, chaque mot étant un coup de massue pour son sang-froid. Il observait les jurés. La plupart ne regardèrent pas le visage d'André. Ils le dévisageaient, cherchant la menace, non la vérité. Desmond avait soumis 3 déclarations sous serment notarié et horodaté, prouvant qu'André était présent chez sa tante, donnant des cours particuliers à sa cadette pendant les heures où les policiers avaient été assassinés. Mais le juge Morrow, sans hésiter, a qualifié ces documents de « oui-dire irrecevables » lors d'une requête préliminaire. Premier coup dur. Dehors, le temps était devenu gris. Des nuages d'orage s'amoncelaient tels des spectateurs, planant au-dessus du palais de justice du comté de Jefferson, tandis qu'une foule commençait à grossir. La nouvelle avait fuité dans la presse. Le juge Morrow avait un jour statué en faveur des 2 policiers impliqués dans une plainte pour brutalité, aujourd'hui enterrée, déposée par le père d'André. Ce n'était pas une coïncidence. Les mêmes policiers, dont on faisait l'éloge funèbre au tribunal, avaient autrefois fracturé les côtes d'un homme et s'en étaient sortis sans réprimande. Cette révélation fit des étincelles. Les murmures se transformèrent en chants. Des pancartes apparurent. « Justice, pas vengeance. Ce tribunal est compromis. » Les caméras tournèrent, tandis que de plus en plus de personnes affluaient, mais à l'intérieur, la salle d'audience restait vide, clinique, sereine. L'accusation avançait comme une machine conçue pour une seule tâche. Chaque détail, aussi circonstanciel soit-il, était sculpté dans une arme. Brewster se déplaçait avec l'assurance d'un homme qui avait répété cette danse maintes fois, et le juge le laissa mener la danse. Desmond ressentit la certitude maladive d'une pièce de théâtre en train de se jouer où tous les rôles avaient déjà été attribués. Pendant la pause déjeuner, Desmond passa à l'action. Il aperçut Vincent Coyle, juste devant les toilettes, affalé sur un banc, parcourant les pages de son téléphone d'une main légèrement tremblante de vieillesse ou d'indifférence. Desmond baissa la voix jusqu'à un murmure, ferme mais contenu. Il dit à Coyle qu'il pouvait aider,
que ce n'était pas seulement un procès, mais une exécution. Il avait été l'un des meilleurs enquêteurs de la défense pénale de l'État. Il avait des ressources, de l'instinct, la preuve que quelque chose de plus sombre se tramait. Coyle leva à peine les yeux. Sa voix était monocorde, presque ennuyée. Il ne pouvait rien faire, marmonna-t-il. S'impliquer maintenant ne ferait qu'empirer les choses pour le jeune. Le tribunal n'autoriserait pas d'enquête extérieure. Le système avait parlé. Desmond s'éloigna, mais son pouls accéléra. Ce soir-là, dans son modeste 2 pièces, il était assis, penché sur son ordinateur portable, des papiers éparpillés sur la table, des photos épinglées avec des punaises sur un tableau en liège près de la fenêtre. L'enveloppe, le post-it. Projet Lynx. Il se replongea dans les dossiers. Plus il lisait, plus l'air autour de lui se faisait froid. Le projet Lynx n'était pas un programme de sécurité, c'était un pipeline. Des subventions fédérales, octroyées sous couvert de police de proximité, avaient été détournées vers des opérations secrètes menées par un réseau d'agents et de complices judiciaires. Leur couverture était le renforcement de la sécurité. Le véritable objectif était le contrôle. Drones de surveillance, arrestations non déclarées, mandats d'arrêt sous scellés et, plus insidieuse encore, un code intégré au contrat, la clause 13.7b. Desmond l'a lu 2 fois. Aucun individu jugé perturbateur ou portant atteinte à sa réputation ne sera à l'abri de poursuites extrajudiciaires. Dangereux pour sa réputation. L'expression résonnait dans sa poitrine. La vidéo virale d'André repassait dans son esprit. L'adolescent filmant un policier en uniforme poussant un sans-abri contre un mur, criant aux passants d'intervenir. André ne menaçait pas. Il ne provoquait pas. Il se contentait de témoigner. Et cela, apparemment, suffisait. Le lendemain matin, Desmond dormait à peine. Les marches du palais de justice étaient maintenant bordées de manifestants. Des barricades étaient dressées. La présence policière avait doublé. À l'intérieur, la salle d'audience semblait plus froide. L'air était tendu comme une corde tendue à bout. André témoigna sous les questions sévères de Brewster. Chaque mot lui était lancé comme une brique. Étiez-vous dans le coin? Aviez-vous un sweat à capuche noire? Pourquoi avez-vous supprimé votre vidéo 2 jours après l'avoir publiée? Pourquoi vos empreintes digitales ont-elles été retrouvées sur une poubelle publique? André répondit calmement, mais Desmond vit les fissures se former. Le garçon était épuisé. Les murs se refermaient. Desmond se leva. Sa voix résonna dans le silence de la salle d'audience, adressée au banc. Il demanda au juge un instant pour parler. Moreau le regarda par-dessus ses lunettes, les sourcils levés d'une légère irritation. Desmond n'était pas un avocat, lui rappela-t-il. Desmond hocha la tête. Il comprenait, mais il demanda à montrer une pièce. Un document officiel portant la signature du juge. Le silence retomba. Tous les regards se tournèrent. Desmond se dirigea vers l'écran d'épreuve, la clé USB dans sa main, tremblant à peine. Brewster se leva d'un bond, criant son objection. Elle n'était pas versée à la communication préalable. Elle était irrecevable. Mais Desmond était déjà en mouvement. Il brancha la clé USB au projecteur d'une main rapide. L'écran s'alluma. Un contrat apparut, clair et accablant, Projet Lynx. Sous l'entête, en caractères noirs nets, se trouvait le nom de l'ancien cabinet de conseil du juge, un cabinet désormais dirigé par sa femme. Desmond cliqua sur la dernière page. Article 14,4a. En échange de la coopération judiciaire et de la suppression des preuves de l'opposition, les fonds seront redirigés vers les entités participantes par les voies municipales. La salle fut saisie d'un halètement. Desmond ne scia pas. Il fit défiler la page jusqu'à l'annexe financière. Paiement, échéancier, numéro de dossier. Le nom de Moreau apparut 5 fois, directement lié aux requêtes d'exclusion de preuves, de rejet de témoignages et de rejet d'appel dans des affaires antérieures impliquant Lynx. Le sénateur Gleason, assis tranquillement dans la tribune, se leva. Un instant, Desmond pensa pouvoir intervenir. Mais au lieu de cela, le sénateur se retourna
et quitta la salle sans un mot. Brewster protestait toujours, mais sa voix était couverte par les murmures changeants des jurés, des journalistes et du public. Le juge Moreau frappa 2 fois de son marteau, exigeant le calme, mais sa voix avait perdu son mordant. Coyle leva les yeux de la table de la défense pour la première fois depuis des jours, surpris. Même André cligna des yeux, incrédule, comme si l'air autour de lui avait soudainement changé. Desmonds ne bougea pas. Il laissa le document projeté à la vue de tous. Il avait jeté une pierre dans un étang immobile et les remous avaient commencé à se propager. Ce n'était plus un simple procès, c'était une révélation. Et maintenant, toute la salle regardait différemment. L'audience fut brusquement ajournée. Mais le mal était déjà fait. La salle d'audience, autrefois théâtre d'injustices répétées, empestait maintenant la panique et l'autorité en difficulté. Les journalistes tentaient de se frayer un chemin entre les huissiers. La galerie bourdonnait de discussions étouffées et de confusion. Brewster sortit en trombe sans un mot, la mâchoire serrée, le téléphone déjà collé à l'oreille. Le juge Moreau ne retourna pas dans son cabinet. Il fut conduit par une porte latérale par 2 agents de sécurité banalisés. L'impact de la révélation de Desmonds frappa comme une pierre à travers un vitrail, brisant l'illusion d'ordre. Pourtant, sous l'indignation, Desmonds savait que ce n'était que le début. Ce soir-là, un coup frappé à la porte de l'appartement de Desmond lui fit perdre la tête. Il vérifia le Judas et se figea. Quincy Raynor se tenait là, plus âgé maintenant, mais reconnaissable entre tous, toujours large d'épaules, portant toujours ce trench coat comme une armure. Des années auparavant, il s'était battu pour la vérité dans le même bureau, mais Quincy était parti travailler pour un groupe de surveillance fédérale, disparaissant de la scène publique après avoir frôlé la mort trop souvent avec des personnes qui ne voulèrent pas que la vérité soit connue. Desmonds ouvrit la porte. Quelques heures plus tard, un bandeau d'informations affichait le communiqué de presse du sénateur Harold Gleason. Le sénateur qualifiait les révélations de Desmonds au tribunal de complot sans fondement et d'ingérence inconsidérée. Le ton de Gleason était sévère, soigneusement préparé, masquant le frémissement de sa crédibilité. Puis vint l'ordonnance de non-publication. Le juge Moreau la déposa avec une célérité stupéfiante, accompagnée d'une requête visant à sceller la salle d'audience pour toute procédure ultérieure. Les journalistes furent exclus. Les observateurs publics disqualifiés. Le procès devait désormais se poursuivre à huis clos sous prétexte de protéger l'intégrité judiciaire. Vincent Coyle, l'avocat d'André, à moitié présent, déposa une requête en retrait de l'affaire. La raison ? Des préoccupations de sécurité. Il affirma qu'une note menaçante avait été laissée sur son pare-brise, un message écrit à l'encre noire et en gras. « Sortez ou vous serez piétinés ». Il ne porte pas plainte. Desmonds ne fut pas surpris. Coyle n'avait jamais eu le courage de le faire. Pourtant, sans lui, André était désormais sans défense. Desmonds regarda par la fenêtre ce soir-là, l'éclat de la ville lui paraissant plus artificiel que jamais. Il songea à démissionner, simplement faire ses valises, quitter la ville, disparaître à nouveau. Mais il se souvint du garçon d'il y a 3 ans, celui qui avait reçu une balle dans le dos. Il avait travaillé sur cette affaire, une perquisition erronée. Les policiers avaient dit que la maison correspondait à une information. Ce n'était pas le cas. Desmonds avait trouvé des preuves reliant la perquisition à une initiative classifiée, le projet Lynx. Il avait tenté de rendre l'affaire publique à l'époque, mais les affaires internes se retournèrent contre lui. Ils affirmèrent qu'il avait fabriqué des preuves. Il fut licencié en moins d'1 semaine. L'histoire fit la une des journaux un instant, puis disparut. Il avait été mis à l'index, humilié. Mais maintenant, il comprenait. Ils ne l'avaient pas seulement enterré. Ils avaient enterré la vérité. Lynx existait bel et bien. Et maintenant, André était dans leur ligne de mire. Quincy revint le lendemain matin avec une bonne nouvelle, qui tourna vite au vinaigre. Il avait réussi à déposer une injonction d'urgence devant un tribunal fédéral, invoquant une faute judiciaire et un conflit d'intérêts. La requête avait du mordant.
Elle comprenait des documents que Desmond avait divulgués anonymement, des contrats du projet Lynx, des courriels internes et cette signature accablante du juge Morrow. L'espace d'un instant, l'espoir vacilla, mais en quelques heures, l'injonction fut rejetée. Un juge fédéral du nom de Stanley Weller rendit un avis d'une seule ligne. Le dépôt de la plainte n'est pas suffisamment fondé pour justifier un report de la procédure au niveau de l'État. Quincy examina l'historique de campagne de Weller, donateurs, liens avec les lobbyistes, tous les signaux d'alarme habituels. Il découvrit des recoupements avec le réseau même qui avait soutenu la nomination de Morrow. Desmond comprit alors que le problème n'était pas local. Il était fédéral, systémique et institutionnel. Même le ministère de la Justice resta silencieux, malgré le volume de documents circulant désormais via des réseaux militants discrets. Pendant ce temps, la manifestation devant le palais de justice était devenue brutale et massive. Des dizaines de personnes étaient devenues des centaines. Des personnalités nationales commencèrent à se manifester. D'anciens défenseurs publics, des universitaires juristes, et même un juge fédéral à la retraite prononcèrent un discours improvisé sur les marches du palais de justice, exigeant une enquête indépendante. Desmond suivait la scène en ligne depuis son appartement, à travers des flux audio piratés et des vidéos incomplètes. Mais il ne s'en réjouissait pas. Ce n'était pas une victoire, c'était une pression, de celle qui pousse les systèmes à réagir plus durement. Les rumeurs se transformèrent en fuite. Desmond avait envoyé des clés USB via des comptes de messagerie jetables, téléchargeant anonymement des documents sur des plateformes de lanceurs d'alerte. Il synchronisait soigneusement les publications. Toutes les 24 heures, une nouvelle fournée était publiée. Et elle prenait feu. Des rapports détaillaient comment le projet Lynx obtenait des contrats de défense, comment des officiers bénéficiaient de l'immunité grâce à des accords à huis clos, comment certains juges, dont Morrow, étaient discrètement rémunérés par des cabinets de conseil familiaux. Quincy était plus mesuré. Il ne cessait de rappeler à Desmond l'enjeu. André était la mèche, l'avertit-il. Ils l'ont allumé dès l'instant où ils l'ont piégé. Et maintenant, le système n'avait plus peur de la vérité. Il avait peur de l'explosion. Quincy disait qu'il leur fallait un coup de pouce supplémentaire. Quelque chose qui déclencherait une intervention extérieure, un tremblement de terre juridique incontournable. Mais le temps pressait. Ce soir-là, un greffier que Desmond avait autrefois encadré le contacta par message sécurisé. Il annonça que Morrow avait convoqué une réunion d'urgence du conseil judiciaire. 2 procureurs, 3 juges d'État de haut rang et un représentant du cabinet du sénateur Gleason étaient présents. L'ordre du jour, reprendre le procès dans 48 heures, pas de médias, pas de public, assistance limitée. La justification était la sécurité nationale, le véritable objectif était le confinement. Desmond et Quincy s'assirent dans un box de restaurant plus tard dans la soirée, au milieu de bavardages discrets et de néons vacillants. Desmond fixait son café, intact, froid. Il demanda à Quincy s'il y avait une solution à cette situation sans se terminer par la mort de quelqu'un. Quincy répondit peut-être, mais pas s'il restait silencieux. 48 heures. C'était tout ce qu'ils avaient. Desmond ouvrit son ordinateur portable. Il lui restait un fichier à divulguer, celui intitulé « Lynx Directive Omega ». Il détaillait un protocole pour des opérations de chantage politique, citant des profils de juges, des briefings de sénateurs et des rachats de services par les forces de l'ordre. C'étaient des informations de première importance. S'il les divulguait, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Sinon, André risquait de ne jamais quitter ce tribunal vivant. Il passa la souris sur le bouton d'envoi. Dehors, des sirènes hurlèrent quelque part au loin, pas encore proches, mais rampantes. Il cliqua sur « Envoyer ». L'écran devint noir, et le compte à rebours jusqu'au dernier jour commença. 2 jours plus tard, alors qu'André était reconduit dans la salle d'audience, le monde extérieur avait changé, mais à l'intérieur, l'air portait encore le poids d'un non-dit.
les néons bourdonnaient faiblement au-dessus, projetant une lueur stérile sur les bancs du tribunal. Pourtant, ce n'était pas seulement la lumière qui semblait plus froide, c'était le silence, un silence figé et orchestré, qui avait remplacé le bruissement habituel des papiers et les murmures d'anticipation. La moitié de la salle d'audience était vide, et ceux qui restaient ressemblaient moins à des observateurs publics qu'à des sentinelles. Des agents de sécurité privés flanquaient désormais les murs, scrutant la salle du regard non pas à la recherche de justice, mais de contrôle. André entra, les poignets menottés, mais ne baissa pas les yeux. Ses pas, bien que retenus, étaient assurés. Pas de famille dans la galerie, pas de caméra, pas de presse, juste le bruit sourd des bottes et le léger frottement du métal lorsque les portes se refermèrent derrière lui. Desmond, figé au deuxième rang, les doigts entrelacés sur ses genoux, les jointures blanchies par la pression. Il remarqua que le juge Moreau ne l'avait pas regardé une seule fois, ni pendant l'appel, ni pendant les formalités, pas même lorsque le juge jeta un coup d'œil vers la table de la défense. Cela en dit long à Desmond. La peur était désormais bien réelle. Desmond n'était pas venu pour être vu. Il était venu pour terminer ce qu'il avait commencé. Quincy entra peu après, contrastant fortement avec la scène silencieuse. Il portait un costume noir uni sans cravate, le visage rasé de près, la démarche lente mais posée. Dans sa main droite, une mallette scellée au coin renforcé et dotée d'une serrure biométrique qui clignota une fois lorsqu'il s'approcha du tribunal. Il ne dit rien. Il se contenta de remettre une requête, tamponnée et notariée. Le juge Moreau cligna des yeux, hésitant un instant. Le sceau était fédéral. La demande était urgente. Son contenu était accablant. Le juge s'éclaircit la gorge et fit signe à l'huissier d'apporter la mallette. Quincy resta debout, les yeux fixés sur Moreau qui hésitait. La salle d'audience attendait. Le juge ouvrit lentement le dossier, révélant non pas une pile d'allégations, mais des preuves. Empilées dans des classeurs, des clés USB méticuleusement étiquetées et un dossier surmonté d'une date et d'un filigrane du ministère de la Justice. Chaque classeur était numéroté. À l'intérieur, des déclarations sous serment d'anciens greffiers, des reçus notariés retraçant des paiements officieux sur des comptes fictifs, des enregistrements vocaux privés extraits de serveurs cryptés et des traces numériques montrant la durée et l'ampleur de l'implication de Moreau dans le projet Lynx. Il y avait même un dossier contenant des images de surveillance montrant l'avocat général Brewster entrant et sortant de résidences privées et participant à des réunions confidentielles les soirs précédant les dépositions de témoins. Mais ce ne furent pas les dossiers qui commencèrent à apaiser la tension dans la salle. C'est ce qui suivit. Quincy sortit un petit appareil et le connecta au projecteur de la salle d'audience. L'écran vacilla une fois, puis se remplit de parasites. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'un plan fixe ne se dessine. Un bureau privé, le cabinet du juge Moreau, horodaté. La date remontait à 2 semaines seulement. La pièce était sombre, une seule lampe de bureau éclairant un espace rempli de dossiers à moitié remplis et de carafes en cristal. Puis, les voix commencèrent. D'abord étouffées, puis plus claires. Le procureur Brewster faisait les 100 pas, la voix hachée par l'urgence. Il parlait de contrôle narratif, d'optique, de maintenir la manifestation à l'extérieur mijotée par des fuites stratégiques. La voix du sénateur Gleason suivit, calme, répétée, comme si l'issue ne faisait aucun doute. Mais celle qui fit sursauter la salle d'audience fut celle de Moreau. Il était resté silencieux jusque-là, sirotant ce qui ressemblait à du scotch, assis avec l'aisance d'un homme qui avait déjà joué ce rôle. Mais ses mots firent l'effet d'un éclat d'obus. « Il fera de la prison. Les rues seront calmes. Nos donateurs dormiront. » La salle explosa. Une femme au dernier rang cria. Un des gardes s'avança. Quincy leva les 2 mains, gardant le silence. Le juge Moreau tendit la main vers le marteau, mais sa main trembla. Brewster se leva d'un bond, exigeant l'arrêt de la vidéo, invoquant la confidentialité, la manipulation,
l'atteinte à la déontologie, n'importe quoi pour éteindre l'écran. Mais personne ne bougea. L'huissier ne répondit pas aux appels de Brewster. Même lui parut abasourdi. Quelques instants plus tard, les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant. Plusieurs hommes en costume sombre entrèrent. Des agents fédéraux. Leurs gestes étaient précis, leurs expressions indéchiffrables. L'un d'eux s'avança, sortit un badge et, sans cérémonie ni hésitation, annonça l'arrestation du juge Morrow. Brewster ouvrit la bouche en signe de protestation, mais un autre agent avait déjà un mandat d'arrêt en main. En moins de 30 secondes, le juge et le procureur adjoint étaient menottés. Un murmure parcourut la salle comme une marée montante. 2 autres arrestations suivirent. Un assistant juridique impliqué dans une affaire de falsification de documents et un greffier des archives du tribunal qui avait falsifié des horodatages pour des séquences vidéo assignées à comparaître. Desmond ne bougea pas. Il resta assis là, à regarder les dominos tomber. La machine, du moins pour l'instant, s'était enrayée. La séance fut levée dans un silence stupéfait. Quincy et Desmond sortirent lentement, sans un mot. Des journalistes s'étaient rassemblés derrière les grilles, alertés par des documents fuités mis en ligne quelques minutes avant les arrestations. Les rues étaient bordées de pancartes, de chants, du cri collectif de ceux qui avaient vu la justice se déformer et qui exigèrent maintenant qu'elle soit corrigée. André fut libéré plus tard dans la soirée. Pas de conférence de presse, pas de cérémonie. Juste une courte promenade hors de la détention, un changement de vêtements et des retrouvailles silencieuses avec la foule qu'il avait vue entrer enchaînée. Au début, ils n'applaudirent pas, ils s'écartèrent simplement, lui firent de la place, le laissèrent respirer. Desmond se tenait sur les marches du palais de justice, son manteau flottant au vent, le ciel teinté des couleurs du crépuscule qui approchait. Il ne se joignit pas à la foule. Il alluma une cigarette d'un geste lent, laissant le silence s'installer en lui. À côté de lui, Quincy ajusta ses lunettes, scrutant les réactions autour d'eux, une ville essayant de se réveiller d'un cauchemar qu'elle s'était persuadé irréel. Desmond expira la fumée dans l'air glacé, la regardant tourbillonner avant de disparaître. Il ne regarda pas Quincy en parlant. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était basse, teintée de la sagesse fatiguée d'un homme qui avait vu trop de fausses fins. Voyons voir jusqu'où cela va vraiment. La célébration résonna derrière lui, lointaine et fugace. Mais Desmond savait que ce n'était pas le cas. La machine ne s'était pas arrêtée. Elle avait juste perdu un rouage. Quelque part, plus profondément dans les rouages, quelqu'un d'autre avait déjà commencé à le remplacer. Il écrasa la cigarette sous son talon et se tourna vers la foule, non pas pour se joindre à eux, mais pour les observer. Il n'en avait pas fini, loin de là.